J'ai le plaisir, le privilège d'animer ce panel aujourd'hui on va attaquer le sujet directement, savoir où est le Web3 aujourd'hui, quelle est est-ce que c'est réel ou est-ce qu'il y a des choses qui se font concrètes et jusqu'où va le concret, jusqu'où va la réalité. Pour répondre à ces questions, j'ai invité des panélistes qui représentent plusieurs domaines de l'industrie. Alors, on aurait pu en rajouter, mais le temps était limité. On a déjà beaucoup de personnes. Donc, pour être efficace dans ce panel, je vais d'abord leur demander de se présenter très rapidement, individuellement, pour que vous sachiez un peu mieux c'est quoi Blockscope, c'est quoi Block 0 et pourquoi ils ont le même nom, c'est quoi la différence. Et après ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour qu'ils vous disent qu'est-ce qui se passe dans le Web3 dans leur industrie. Alors, on va commencer par les présentations. Donc, Laurent de Block 0. 40 secondes, si tu peux te présenter brièvement. 40 secondes, je peux faire mieux. Bonjour Laurent, donc Managing Partner chez Block 0 Advisors. On aide les acteurs de l'écosystème donc on aide et on accompagne les entreprises, les institutions, les régulateurs à appréhender cette innovation, appréhender l'innovation autour de l'infrastructure numérique qui évolue. Évidemment, blockchain, actifs numériques. On travaille avec, par exemple, Banque centrale, institutions financières, mais aussi les acteurs de l'écosystème comme les custodians ou les exchanges. Voilà, pas seulement de la crypto, évidemment. Je pense que je suis bien. Je vais finir en disant que je suis aussi un capital risqueur avec le fonds d'investissement True Global Ventures dans lequel on investit dans des entreprises blockchain et actifs numériques également. On a 18 entreprises en portfolio. Voilà, je vais passer la main. Oui, bonjour à tous. Ça marche bien? Okay. Donc oui, en 40 secondes, moi j'ai cofondé NFTs. Comme l'expliquait Laurent, nous, on ne va pas être sur ce côté-là, institutionnel. On va vraiment être sur le côté brands, qui aujourd'hui ont une audience et vont essayer de comprendre comment intégrer cette technologie. Le problème, lorsqu'on veut intégrer cette technologie, il y a tous les sujets qu'on ne veut pas tacler, qui sont quels sont les nouveaux enjeux trop intellectuels, d'identité digitale, et c'est aujourd'hui aussi pour ça qu'on est là, et aussi, en fait, comment je respecte un framework AML avec les crypto-monnaies. Donc notre idée, c'est de se dire, bien évidemment, on va venir lancer un projet, mais on va venir se concentrer sur ces enjeux-là et on va essayer de les tacler pour que le projet puisse se voir sur les 10 prochaines années de manière pérenne. Donc bonjour, Christophe Rodriguez, je suis directeur de l'innovation d'Exaion. Donc on est une filiale à 100% du groupe EDF, groupe français énergétique. On travaille, donc on est la filiale Deep Tech. Nos métiers, c'est avant tout de nous focaliser sur la décarbonation de l'industrie numérique. Donc travailler sur l'éco-responsabilité, la souveraineté des données, qui est hyper importante, la décentralisation des centres de données et de la puissance de calcul, et travailler aussi sur la cybersécurité. On travaille essentiellement avec des corporates et des institutionnels, donc aussi bien du côté européen que du côté nord-américain. Et notre mission, c'est de travailler sur le long terme, sur le développement et l'implémentation de la prochaine évolution d'Internet, en rendant la propriété des données à ses utilisateurs, mais aussi revaloriser toute la chaleur générée par les serveurs et la réutiliser pour un usage noble, aussi bien communautaire qu'industriel. Good afternoon, everybody. My name is Adit Patel. I'm one of the founders of Blockscope. And at Blockscope, we've built no-code data tools to understand on-chain activity, really visualize the complexities of the blockchain in a way that's extremely usable for the reader. So I'm Fadwa Mohana, CEO and founder of 137. We're also part of building the digital trust ecosystem. Our systems consist of digital wallets that work with enterprise business connectors. And the idea, again, is to enforce digital trust by allowing the user to hold all their credentials and data in their digital wallet on their own devices,
and only exchanging that data with the enterprise, such as their airline, their bank, their telcos, or filing their taxes whenever they need to avail their services. So shifting the center of the data to the user rather than to the enterprise. And that's what 137 has been building. And thank you, Mark, for the invite. Merci à tous d'avoir accepté de participer et de relever le défi d'un panel qui va être très intense et très concis. C'est notre défi aujourd'hui. Je devrais aussi me présenter. Donc moi, mon nom est Marc Léjour. J'ai une formation originelle dans les mathématiques, l'informatique, et j'ai travaillé dans le monde de l'indication pour la première partie de ma carrière. Et depuis 10-15 ans, je me suis concentré sur l'innovation pour aider les entrepreneurs, les startups et les organisations plus larges à innover en adoptant des technologies. Donc, ceci étant dit, vous avez déjà un petit aperçu de différentes personnes. On a des investisseurs, on a des entrepreneurs qui sortent d'incubateurs prestigieux comme Y Combinator, on a des spin-offs de grands groupes. Donc ça promet d'être assez intéressant. La première question que je vais poser à tout le monde, c'est de définir le Web 3 à partir de leur point de vue, de eux où ils sont, dans le domaine où ils travaillent. Comment vous définissez pour vous-même le Web 3 et quel est l'impact que vous voyez du Web 3 dans votre industrie ou votre domaine particulier? Tu peux commencer, Fadoua. Okay. Bon, définir Web 3 veut aussi dire définir Web 1 et Web 2. Je crois que c'est la meilleure façon pour les définir. Et le très court, ce serait Web 1, c'était read only. Donc, on avait des informations, on allait sur notre système et on lisait. Web 2, c'est read write. C'est social media, Facebook, content generation, tout le contenu qui était tous les réseaux sociaux. Web 3 devient exchange and verify. Meaning, c'est pas seulement read, write, c'est j'ai une information, je donne une information que je vérifie tout de suite. La personne qui reçoit l'information peut vérifier tout de suite que c'est une information juste et pertinente. Et moi, je peux vérifier tout de suite que je suis en train de parler avec la bonne entreprise. Donc, c'est un système d'échange d'informations qui devient un système beaucoup plus crédible que lire only. Donc, c'est notre définition. In my view, Web3 is a new computation platform where there's inbuilt transparency and trust. And this is a shift from Web 2, where it was a lot more centralized, larger organizations that had most of control. But with Web 3, you can pass over a lot more control to the end users. And I think the tricky part is balancing how much do you put on the blockchain that's readable versus how much do you put on the blockchain that's not readable, in the perspective of we enable transparency, but that means we're putting everything publicly available on the blockchain. Je vais être d'accord avec mes deux collègues. Je pense que le Web 3 est une évolution beaucoup plus respectueuse de la propriété intellectuelle aussi, de la donnée créée. C'est aussi rendre le pouvoir aux utilisateurs et pas uniquement avec la centralisation, avec le Web 2. C'est souvent les grands groupes comme Facebook ou autres qui vont être propriétaires de la donnée que vous créez, qui va se faire de l'argent dessus, qui va se monétiser. Là, pour le coup, le Web 3 permet aussi à n'importe quel utilisateur de monétiser lui-même et d'avoir les bénéfices de ce qu'il produit. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aussi la décentralisation, de ne pas avoir ces données stockées dans un grand centre de données aux États-Unis ou peu importe où, et qui dépend que d'un seul acteur. C'est aussi se dire qu'à un moment donné, ces données sont réparties un peu partout dans le monde. Après, nous, on va avoir une approche aussi un peu plus, en venant d'un groupe énergétique, c'est facile de le dire, mais on va travailler aussi sur l'importance de l'impact carbone. Mine de rien, un data center, c'est extrêmement énergivore, consommateur. Donc on va aussi prendre le temps de travailler sur la réduction des GES, revaloriser au maximum la chaleur, moins consommer, être plus respectueux de l'environnement, et puis avoir une approche, je dirais, vertueuse, ce qui n'est pas toujours simple. Donc en travaillant sur des technologies qui ne sont pas forcément dangereuses et qui ne génèrent pas de problème aussi en termes de tension énergétique.
Parce qu'on est maintenant arrivé à une crise mondiale où on a de plus en plus de données consommées, on produit de plus en plus, on consomme de plus en plus d'énergie, mais on ne sait plus comment la produire. Et on voit bien que les tensions mondiales sont de plus en plus complexes à ce niveau. Le Québec a aussi de plus en plus de mal aussi, arrive quasiment à la limite de ce qu'il est capable de produire, par exemple. Donc il faut travailler aussi sur ces enjeux-là, et c'est vraiment comme ça qu'on imagine l'avenir. Sur la verticale Brands and Consumer, je prendrais une approche plus philosophique que technique. Mais peut-être pour dire qu'en fait, surtout le Web3, ce que l'on voit, ça permet de repenser les schémas, de réfléchir autrement. Donc, lorsque pendant 20 ans, on a appliqué les mêmes méthodologies, les mêmes étapes, que ce soit d'un point de vue marketing, IT ou même sécurité, avec le Web3, ça nous permet de sortir de cette boîte, et même au sein d'une entreprise qui peut être un corporate, qui peut être assez grand, de proposer des nouvelles choses. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi de comprendre que ces nouvelles choses auraient pu être faites sans le Web3, en fait. Mais le Web3 est une raison, virgule, une excuse, même si ce n'est pas forcément un mot très amélioratif, pour permettre de sortir de ces schémas de pensée et donc d'innover à son échelle en fonction de là où on est. Alors, le dernier a parlé tout ce qu'ils ont dit, pour commencer. Je vais juste prendre un angle particulier pour ajouter à la conversation. Quand vous imaginez les cycles d'innovation technologique qu'il y a toujours eu, on est dans un cycle Web 2 avec le SaaS par exemple, on est capable de programmer plus. Ce que le Web3 apporte, c'est la convergence entre l'infrastructure financière et l'innovation financière, de l'infrastructure financière et l'innovation technologique. Et c'est cette capacité de programmation, c'est presque un comment, cette capacité de programmation, de décentralisation permet de transformer et d'aller à un autre niveau d'automatisation. Et ce niveau d'automatisation, eh bien, il peut aller dans le macro, donc on automatise plus, mais aussi dans le micro, on automatise de plus en plus petit. Et je pense que c'est une plateforme extraordinaire pour le prochain cycle d'innovation pour les générations à venir. Bon, très bien. Alors c'est merveilleux parce qu'on est très efficace. Alors continuons comme ça. Pour l'instant, on est tous d'accord. Alors, je sais pas, on va trouver la question qui fâche peut-être tout à l'heure. La prochaine question que j'aimerais poser un petit peu à nos panélistes, c'est peut-être la diviser, parce que cette conférence est une conférence sur la cybersécurité finalement. Et je voudrais avoir vraiment leur opinion sur les bénéfices, les avantages du Web3, qu'est-ce que ça apporte, mais aussi comment est-ce que ça déplace la ligne de front éventuellement. Si on résout certains problèmes, peut-être ça va créer d'autres problèmes, ou ça va repousser les problèmes un peu plus loin. Donc j'aimerais bien qu'on comprenne, en sortant de cette discussion ici, qu'on comprenne vraiment où se trouve la ligne de front pour la cybersécurité aujourd'hui. Mais on va couper la question en deux. On va commencer par demander à tout le monde un petit peu, c'est quoi les avantages, surtout avec un accès, avec une emphase sur la cybersécurité, la privacité, des garanties pour l'humain. Qu'est-ce qui apporte le Web3 aujourd'hui? Et je vais leur demander d'être assez concret, si possible, donner un exemple des choses qui existent aujourd'hui, pas des choses qu'on est en train de travailler pour demain, mais si possible des choses, même si on ne peut pas nommer peut-être des compagnies, mais au moins dire des choses qui existent, qui se font aujourd'hui. Fadwa, vas-y. Donc, pour avoir coupé la question en deux, mais commencer pour l'être humain au cœur du Web3. Donc, en fait, en ajoutant aux définitions qu'on a déjà échangées, mais l'idée majeure entre Web 2 et Web 3 est la suivante. C'est que dans Web 2, le centre du monde, si vous voulez, le roi soleil, c'est les entreprises. Et les individus, si vous voulez juste imaginer Web 2, les individus tournent autour. C'est-à-dire, il y a votre entreprise, la banque, votre airline, votre telco, le gouvernement, et vous faites un login. Vous utilisez un username, un password pour accéder à leur monde. C'est vous qui accédez au monde des entreprises. Ça, c'est visuellement, juste pour comprendre rapidement Web 2. Web 3, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'être humain, c'est le centre du monde, c'est au cœur de la sécurité, il est au cœur de son data ou sa data. La personne est le centre du monde et les entreprises gravitent tout autour. C'est-à-dire
que moi, j'ai tout le temps mes informations dans mon wallet ou dans mon... C'est une technologie qui existe aujourd'hui, Marc. Ça, c'est pas futuriste du tout. Donc, les digital wallets, tout ce qui est... que vous pouvez avoir toutes vos informations, tous vos credentials dans votre propre digital wallet sur votre device, sur votre téléphone. Et c'est là, à partir de vous, l'information émane à partir de l'individu, en mettant l'individu au cœur de toute l'opération. Et c'est là où c'est les banques, c'est les telcos, c'est les airlines qui log in to your wallet. Et ce n'est pas l'inverse. Et vous donnez permission pour qu'ils read l'information, ils pouvoir lire l'information de votre wallet, mais c'est avec votre consent, avec votre privacy, et avec votre belonging, c'est-à-dire data ownership. Et vous gardez que votre data est toujours sous votre protection. Je suis en train de naviguer l'anglais et le français, Marc ici les deux, mais ça va. Bonne chance au traducteur en passant. Can you repeat the question in English? This kept Yeah, cutting okay, out. I'm going to repeat in English. So we're going to move to the focus on cybersecurity now. And we're going to divide the question in two. And the first part, we're going to look at, okay, what are the benefits of Web3? Like, why are we doing Web3 in the first place? What does it bring to the picture? And that's the question now. And later, we'll go about what challenges that create, right? Because sometimes you solve a problem, it's like guacamole, right? Sometimes you solve a problem here, but it creates another problem down the line, or maybe everything is good and it we just have smaller problems to deal with, which would be a good thing. But first of all, let's start with why are we doing Web3 in the first place? It must have some kind of value, right, for human in terms of cybersecurity and privacy, for example. Yeah, thank you for repeating. My thoughts on this specifically, with Web3, one of the great benefits we get is all user transactions and all interactions with Web3 are publicly accessible on the blockchain. That means there's a whole wealth of data that can be mined. And anyone who does anything on the blockchain really leaves a trail of breadcrumbs that can be later used to understand and investigate and decode what they were doing. Now, this is where you have to balance, okay, how much do you want to leave on the blockchain versus what you don't leave? And that's where the challenges that you mentioned get introduced. There are ways where today people can use protocols and mix fund movements through things like Tornado Cash. Now, we could see somebody who's doing that, but at some point we don't know who that is. And I think that's a fundamental new challenge that we introduce, where we enable more transparency at an overall level, but we also enable individuals to be bad actors. So I think what we're trying to do at Blockscope is build tools to help solve that problem specifically. Just to bounce back on what you just said, I don't fully agree, because that also the side of blockchain. It's maybe transparent. You may think you're anonymous, but at one time in your user journey, you use the Binance, for example, they have your KYC, right? If you have an NFT that have your Twitter handle, and you have like basic audit framework, we can track you back. So I think that's where the challenge is for what you said. At the same time, we could say like, okay, thanks to Web3, you could prove that it's your identity to an institution or a company. But on the other side, you didn't want to link your identity to your wallet, but in your framework, you may have interact with a DApp, a centralized exchange, or whatever that can give me enough data to track you back and associate your wallet address to your civil identity. I like it. It's a little bit like driving a Ferrari, right? Just make sure you drive the Ferrari on a track circuit. If you try to drive your Ferrari in the jungle, it's not going to be pretty. So to add to all of this conversation about security is that the front line, you used the word front line. The front line of the security and the privacy has massively extended. Now it's automatized. Now there's no counterpart, or sometimes there's no counterpart, and a lot more has to be done for trustworthiness of the infrastructure itself.
Now, it does move, so I like to say we're not working in a vacuum, right? So what we have taken as in a cybersecurity environment, so of a digital infrastructure, we have receded in the traditional environment. And I like to take the monetary or the currency infrastructure, for example. The banking systems are massively protected by old processes and checks and double checks and triple checks, like the whole of the infrastructure like this. Now it's programmatic, which means we can control those sides of the ecosystem of the infrastructure, but then on the cybersecurity front requires massively amount of investment into protecting the well-being of the system. Je vais être d'accord avec mes collègues, mais je vais parler du côté corporate, parce que c'est les véritables enjeux pour les industriels. Je dirais que le Web3 a de gros avantages en termes d'identité numérique. La blockchain est un véritable avantage là-dessus. Je dirais que pour une entreprise, ça facilite grandement les choses à l'accès à certaines applications métiers. C'est-à-dire qu'on peut enfin être certain qu'effectivement, on ne peut pas se faire pirater certaines informations personnelles pour se connecter sur des serveurs ou autres. Sur la partie métier, je dirais que le Web3 et l'aspect décentralisation ont un avantage aussi, c'est que du coup, on n'est plus obligé on n'est plus tributaire de l'accès à Internet des longues distances. On peut rapprocher l'endroit du traitement de la donnée directement au plus près de là où elle est créée. Donc c'est un véritable avantage. Donc on va beaucoup plus vite dans le traitement de l'information. On est certain aussi sur la partie cybersécurité qu'on va être capable de mieux sécuriser ces informations. Toutes les données qui sont liées justement aux secrets industriels et autres. Et surtout, je sais exactement où ma donnée est stockée et de la manière dont c'est géré en fait. Ça, c'est un véritable avantage aussi. Très bien, très bien. Alors, passons à la deuxième partie de la question, c'est de dire maintenant, quelles sont les grosses failles, disons, ou risques, les pitfalls, là, comme on pourrait dire en anglais, les écueils à éviter. Donc c'est une nouvelle technologie. Je faisais l'analogie avec des voitures de course, comme des Ferrari ou des Porsche, là, Lamborghini, peu importe. C'est un outil qu'on doit utiliser de façon appropriée. Donc, si vous parlez à des néophytes, des gens qui essaient de démarrer par exemple une application Web3 dans leur industrie, à quoi doivent-ils penser, des choses à éviter, ou peut-être aussi des caractéristiques ou des aspects où le Web3 pose quand même des risques sérieux de sécurité aujourd'hui qui ne sont pas encore résolus. Okay, so the technology itself is, again, the technology is extremely powerful and the technology has no values, meaning we have to decide the best use of the technology. We are putting our human values on a blockchain or a DLT to say, is this enforcing a crime? Like, is this somebody trying to transfer money without us knowing who is behind it? Or is this something that we want to have a trail of? So we have, first of all, to know that there is no application in the void, meaning, let's say I am sending PII, personal identifiable information. So I want my bank to know who is logging in so that I be identified, I can transfer the money, and the money has to be linked to me. So this is a use case that is regulated. So if you go to the aviation industry, it's also heavily regulated. There is a track. We need to know who is boarding the plane. We need to know who has boarded the plane, when and what. Now, if you want to move to PHI, personal health information, so I can be sending test results, lab results, medications, everything. Also, we need to have tracking of who took which medication and when. So using these type of technologies does not necessarily mean anonymity. In the use cases where you need tracking, you need immutability in the sense that I cannot tamper with the data and say that it's my neighbor who took the medicine but not me, etc. Everything that we can change by hand today becomes immutable.
So this type of technology will increase transparency, will increase traceability. We need to know who did the carbon, creation, who was responsible for the carbon trail. So all of this will enforce traceability, transparency, and responsibility. So these are beautiful use cases that lend themselves to this type of technology. So also, it's not about blindly applying any technology to any use case. We just need to study the use case and apply it where its best use of can be made of. Sorry, can you repeat again? I think the English translations. I think we make it hard for the translator. I don't know what's happening. My apologies for everyone who's running the show behind the scenes. So for in English, basically the simple question, I mean the core of the question is, what are the cybersecurity pitfalls or shortcomings that new people that are just trying to get Web3 applied in their industry, what are the things they absolutely need to have in mind, from your perspective of you're a little bit advanced. I mean, you can talk a little bit about Blogscope as well, what you're working on, what you're bringing to the picture. But for somebody that is just starting for his company or his startup to adopt Web3, what are the things that they absolutely have to have in mind, that very big red flag or things that they have to avoid or have to think carefully about? And maybe also a few things that are actually risks or actual security holes that have not been fixed yet. You absolutely need to know. It's, don't go around here because there's no solution for it yet. Yeah, to address that question, before even talking about cybersecurity, I think you have to bring it a step before that, where how usable is Web3 today? And anyone who's tried to interact with the blockchain knows that there's so many steps along the way that it does not make it user-friendly for the person to understand what's going on. So for a new user, most of the experiences end up being, hey, I interacted with a centralized exchange like Coinbase. I bought some tokens, and I think I'm interacting with Web3, but I'm not actually interacting with Web3. And really educating the users about that versus actually interacting with blockchain and on-chain protocol is step one. Now, after that step is handled, how do you enable the user to be a safe actor on the blockchain, a good actor on the blockchain? Well, there needs to be tools and mechanisms in place to inform them, hey, these are bad actors, don't interact with them. Or somebody who's trying to phish your wallet has, sent you a message. The nice thing about the blockchain is that is doable because all the data is public. The tricky thing is actually doing it in a way that the end user today can understand what's happening, because it is very technical. And I think that's one of the biggest challenges with Web3 is translating a lot of the technicals into actionable insights for the end user. And then the last thing, that goes back to a point earlier where it's like you do one wrong action and your PII is public forever because the blockchain is immutable. So that's also a risk that needs to be taught. And my thought process on this is I don't think you could sit anyone down and teach them, but it has to be a killer use case that inadvertently teaches you how to behave and what are the ways to take certain actions on the blockchain. I think in today's world, that killer use case is DeFi. For some time, Web3 and blockchain tech has been tech looking for a problem to solve. And I think with DeFi, it's really a whole new set of financial markets which enable more prosperity for a larger group of people. And the next wave of adoption will come from institutions. Now, to get institutions to use these, you have to have cybersecurity tools in place. You have to have KYC compliance mechanisms in place. And I think that's where the next big unlock is how do you enable institutions so that mass adoptions can happen, and how do you, monitor, investigate, track specific bad behavior on the blockchain? Perfect.
Yeah, I kind of agree. Like, you are fully responsible when you interact on the blockchain. But we could say the same thing for our computer, right? But we still have antivirus that come on and help us in our journey. So on the cybersecurity part, there is one company actually that's working on it, that when you interact on blockchain, they will get on database that is already known to define if the transaction, you should not do it, you should check it, or is it green and you're safe. So that's the first part in the journey when you can start to go on and say, okay, I don't know anything about blockchain. I may have interact with a smart contract that want to take all my money in my wallet. They will be here as a safe third party, right? That will say, okay, I check blockchain for you, and I can tag that this transaction and this specific smart contract want to drain your wallet. So on the consumer side, I think tools that comes and help consumer and that plugs on their wallet may be a solution. Now, if I can take a real specific example on the corporate side, we all know what is cyber squatting, right? In Web 2. I'm Coca-Cola. Somebody has Coca-Cola.com. He may impersonate me, scam people, bring them to buy Coca-Cola on my website, but it's not Coca-Cola behind. In Web3, we have a big problem that is coming right now that is not regulated with a legal framework. It's ENS. So for those who don't know which is ENS, to make it really simple, when you have a blockchain wallet, which is a 0x whatever, is as your bank account. Tomorrow, if I wanted to make it easier, I can just buy VLAN.ETH, for example, on Ethereum blockchain. But now take the use case. You're Coca-Cola, you didn't buy Coca-Cola.ETH, and someone else buy it. First of all, they have a bank account with your name, and you don't know what are the funds on it, right? Because we know it in blockchain, in the crypto space, if my money went through Tornado Cash and become laundered money, for anyone on the blockchain, they can see that the score of the funds you have, it's money laundered money. If tomorrow I use Coca-Cola.ETH, and let's say I create a cryptocurrency, I scam 10 million people. Another use case, because we spoke DeFi and NFT, I use Coca-Cola.ETH and I launch an NFT collection with horrible image. It will have an impact on the brand. So that's like a real use case where we haven't seen yet attackants that is leveraging these tools, that is this new type of domain names, to have an impact on the brand and to scam people. And there new challenges rise, because to understand this type of attacks and how people could use your image and your brand in a very, very, very specific niche, which is Web3, ENS domains, NFT, and cryptocurrency, that needs a type of maturity that can only be created once you have put your finger inside of it and start using the innovation in your brand or your company, for example. I have to do a little footnote there, maybe for the room. DeFi, that stands for decentralized finance, and that's basically how you replicate the traditional finance, banking, savings, borrowings, all these different services you have through a bank, for example, that you can have on the totally decentralized way without a bank, without an intermediary. So, finance décentralisée en français. And it's important to remember that there is one space that is the most hacked in a Web3 blockchain world, and that's it. That's DeFi. That's where most money gets lost. So just as a warning. Laurent? So I do have a problem with everything that's being said up to now. I think it's all true in some form, but we keep referring to the blockchain. Blockchain is an innovation. It's an innovation that has many different stakeholders and construct that we're just discovering. We're just understanding how it works. And the risk framework around the use of public versus private, or use of this blockchain versus that other thing that's being called a blockchain, but that's not actually used as a blockchain, requires deep understanding that is more than just technical. That's technical, it's economics, it's understanding who's behind it, it's governance. There's a plethora of aspects we absolutely need to check
when we get involved. And this is important for a user. We talked about users. We talked about corporate institutions. Depending on who you are and how you engage. You could be a startup wanting to create a Web3 ecosystem, a Web3 product, or an institution trying to build a new product or engage with a new product. Web3, DeFi, sorry, I'm mixing the two interchangeably at this point. So the frameworks for what we would call cybersecurity is actually widening significantly. And that's why as a advisor on one end and as an investor on the other, we're looking at, we go back to who's behind it, what are the intents, how does it work, and how do we protect the different stakeholders. Oui, sur les enjeux de cybersécurité sur la blockchain. Alors, blockchain est un merveilleux outil, hein. C'est une belle innovation, c'est une base de données décentralisée qui permet pas mal de choses, mais le véritable enjeu, c'est aujourd'hui, on a une puissance de calcul qui la protège, mais demain, nous, on travaille sur l'aspect quantique. Je peux vous garantir qu'on est déjà en train de travailler sur quel sera l'impact de l'informatique quantique sur les blockchains existantes. Est-ce que finalement, vous voyez, je vous donne un exemple, on a tokenisé pour le gouvernement français une taxe sur les produits pétroliers, sur les biocarburants. Qu'est-ce qui empêcherait n'importe quel industriel, finalement, avec de la puissance de calcul, donc on prend l'exemple d'un grand groupe pétrolier qui a les moyens de se payer un ordinateur quantique et qui pourrait remettre en cause les éléments de la blockchain, donc venir réécrire directement dans la base de registre de la blockchain et finalement modifier le cours de l'histoire. C'est une vraie réalité. C'est-à-dire que c'est l'enjeu numéro 1 de la cybersécurité à l'avenir. C'est vraiment ça la perspective, c'est de se dire quel sera le risque globalement pour toutes les données qui sont écrites aujourd'hui sur la blockchain. On a des enjeux, il existe déjà des choses. Si je devais démarrer un business dans la blockchain, hein, et on travaille déjà sur des protocoles, mais il y a des protocoles post-quantiques qui permettent de résister déjà à ça avec de nouvelles clés de chiffrement. Si je voudrais faire un business là-dedans, si je voulais vraiment me lancer, je commencerais déjà par ça, et puis je construirais tous mes services, et je pense au domaine de la santé, hein. C'est hyper important dans une blockchain, on peut faire effectivement pas mal de services, on peut protéger des données de santé, on peut protéger des données financières et autres, mais je commencerai par ça, je me poserai les bonnes questions sur le sujet. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, même si effectivement aujourd'hui l'informatique quantique est encore un peu naissante, on va très vite dans l'innovation. On l'a bien vu, l'informatique nous l'a démontré, on a fait des accélérations monstrueuses même sur la partie GPU. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait et on ne sait pas si dans 5 ans, finalement, nos blockchains actuelles seront résistantes. Très bon point. Je vais juste ajouter 10 secondes là-dessus, parce que j'adore, c'est exactement ça. Je vais reprendre on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et en fait, c'est une innovation qui, par sa construction, fait que le temps va avoir un impact sur ce qu'on fait. C'est vrai sur la donnée, tu as dit la donnée de santé, notre donnée personnelle. Excusez-moi, on dit pays aujourd'hui. Il y a 5 ans, on ne disait pas pays. On ne s'en inquiétait pas de la même façon. On a réécrit des systèmes, des protocoles. C'est bon, on en parle. Qu'est-ce que c'est ce qu'on a aujourd'hui versus dans 10 ans, dans 20 ans, le multigénérationnel? Et je pense que ce que tu viens de dire est absolument important et pivot dans ce qu'on doit protéger. Donc, merci à vous tous. Les panélistes, je pense que vous avez dressé vraiment un beau portrait de ce qui se passe. Alors, ça ne peut pas être exhaustif, bien sûr, mais c'est quand même assez beau portrait pour voir ce qui se passe aujourd'hui, quels sont les défis. Je vous engage aussi dans l'audience, avant de prendre une ou deux questions, je sais qu'il y a au programme, il y a aussi des ateliers, si le quantique vous intéresse, il y a des ateliers justement sur la cryptographie post-quantique. Alors, y a-t-il des questions dans l'audience? J'aurais quand même donné la chance d'aller dans d'autres directions et il y a plein de questions qui pourraient se poser. Donc n'hésitez pas, il y a un micro, vous approchez du micro et profitez des panélistes tant qu'ils sont là, ils ne peuvent pas s'échapper. Moi j'aimerais peut-être, en attendant quelqu'un se donne du courage, peut-être aller un petit peu sur l'aspect international. Ce que je trouve intéressant, je sais que Fadwa a travaillé dans plusieurs pays. Adit, lui, s'est fait incuber aux États-Unis. Y Combinator, c'est américain. On a une filiale d'un groupe français. Donc, ça serait intéressant d'avoir un peu de perspective à tous sur l'international.
Juste, où est-ce que ça se passe pas? Est-ce que c'est international, pas international? Juste un petit tour de table assez rapide. Oui, je peux commencer aussi. Donc, dans le côté standard, I'll go to English. So, I would like to talk about just a follow-up on what was said before and where are we today, so the state of today. So I just want to remind everybody that for the last 50 years, we've been just optimizing centralization. Databases, technologies that centralize security and centralize information. That's what humanity has been doing for the last 50 years. In the last 10 years, we started to introduce the concept of decentralization, or distributed or decentralized. So just I want everybody to understand that in one, we have 50 years of experience. In the other technology, we have 10 years of experience. So we're still all exploring. However, when bodies come together, so W3C or DIF or Open Wallet Foundation or any of those big bodies made up of the biggest companies come together and think about new standards or new regulation to this decentralized, I think you're starting right now after 8 years to see all these bodies coming to a common tools and common standards for information exchange. So in terms of international expansion, I have to say that the EU is taking now a big leap of faith. I don't know if you know, but there is a new EIDAS protocol that is coming in 2025 in full force in the EU. And this protocol precisely dictates the exchange of personal information, PII, among others, in a type of new technology called VC, verifiable credential. And this protocol, all these laws and how do we send information is regulated. By 2025, every EU country who wants to send information to another country has to follow these protocols and these standards. So this standardization is happening. Canada was the leader up until 2019. EU now took the leadership on that standardization. However, the North American part is following up with the Open Wallet Foundation or the DIF, all of those. So we're starting to see all the international standards, if you want, coming together, at least for the exchange of personal identifiable information, which, going back to the subject of security and cybersecurity, the human is the first line of security. If my data is broken, what else can you protect? So I think protecting the individual is the most important technology. And then I can do DeFi, and then I can do other assets, digital assets and NFTs and everything else. But as long as we do not protect the individual, we would not have a secure implementation of this technology. Merci Fadwa. Alors, on est à la fin de la séance, so we are running out of time. But just to conclude, everyone, like 10 seconds, international, are you seeing it? Or what are you, or if you'd like, just say some parting thoughts to conclude. Just something quick regarding internationalizations. One killer use case we've seen crypto really help is payments and payroll. It has really made it easier to pay contractors across borders. Sur l'internationalisation, très honnêtement, aujourd'hui, l'enjeu, effectivement, c'est la standardisation. Maintenant, on voit beaucoup trop de choses. Enfin, côté européen, on aime bien rajouter des règles et des règles et des règles et des règles. C'est compliqué. Je pense qu'il y a un juste milieu, mais je pense que les choses deviennent de plus en plus concrètes à travers le monde. Et je pense que d'ici 2030, le Web3 deviendra vraiment un standard. Je pense qu'on y va de plus en plus. On est face à des enjeux aussi bien économiques, écologiques et même métiers qui sont importants, et c'est indispensable de s'accrocher à ça. 10 secondes, Velayan. You're good? Nothing less to add. Yeah, all right, sounds good. Sur l'internationalisation, oui. Oui, ça se passe partout. En fait, le Web3 se passe partout. Les frontières se réduisent. Et en fait, on trouve un amalgame d'avancées et d'innovations qui accélère
en fait, grâce à tout ça. Alors effectivement, on essaie de rester dans l'environnement réglementé, où on essaie de réglementer la donnée d'un côté, des fois l'utilisation, des fois le monétaire, le financier. Mais la réalité, c'est que la technologie et l'innovation, elles roulent à une vitesse incroyable. Les projets existent et en fonction de où est-ce qu'on est dans le monde, eh bien, il y en a certains qui innovent et puis qui arrêtent après, on l'a vu. Il y en a d'autres qui attendent, peut-être plus en Europe, que la réglementation se passe pour pouvoir innover. C'est en train de se passer. Tu parles d'un standard 2030. Peu importe ce que ce standard serait, je pense qu'on y est déjà et on est en train de construire. Merci Laurent. Merci à tous les panélistes. Pour conclure, enfin, comme investisseur, je suis sûr que tu vois la même chose. J'ai eu la chance d'être mentor aussi à Creative Destruction Labs. Ce qui me vraiment fascine cette année, c'est qu'il y a des startups partout dans le monde. La préoccupation, par contre, c'est le Canada, où est-ce qu'on est? Je vous laisse avec cette réflexion-là. Et je vous invite à venir nous voir demain matin. Il y a un panel à 9h avec le sénateur Colin Deacon, avec Bob Fay et Johnny Brennan, où on va parler justement de la réglementation au Canada et la position du Canada en termes d'innovation, sa place dans le monde. Alors, je vous invite demain à nous rejoindre. Merci.